Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument charnière de notre histoire. Imaginez un peu, en 1789, la France est un royaume où le roi règne en maître absolu, son pouvoir est dit de droit divin, et puis, à peine 25 ans plus tard, ce monde a complètement volé en éclats. Entre 1789 et 1815, la France, et même l'Europe entière, vont être transformées par des ruptures, des guerres d'une violence inouïe, mais aussi par des inventions politiques incroyables. Et au cœur de tous ces bouleversements, il y a un mot, un concept qui va tout changer, la nation. La question qui va donc nous servir de fil rouge est la suivante. Comment, en l'espace d'une seule génération, a-t-on bien pu passer d'un royaume peuplé de sujets à une nation de citoyens? Comment est-ce que cette période a complètement redéfini les règles du jeu politique? C'est une question qui est absolument fondamentale pour comprendre la naissance de notre monde d'aujourd'hui. Pour y répondre, on va voyager en 4 temps. D'abord, on verra l'éteint sèche de 1789, l'année où la nation s'affirme. Ensuite, on se penchera sur les épreuves du feu pour la jeune République. On verra aussi comment Napoléon a tenté de maîtriser cet héritage entre ordre et conquête. Et puis pour finir, on dressera le bilan, un bilan assez complexe de cette période. Allez, on plonge tout de suite dans cette année 1789. C'est un véritable séisme qui va voir l'effondrement de ce qu'on appelle l'Ancien Régime et l'émergence de la nation comme acteur politique principal. C'est fou de voir la vitesse à laquelle tout bascule. En mai, les députés du tiers-État sont encore méprisés. En juin, à peine un mois plus tard, ils s'autoproclament Assemblée nationale et font le serment de donner une constitution au pays. En juillet, le peuple de Paris s'empare de la Bastille, ce symbole du pouvoir royal. Et en août, en quelques semaines à peine, les fondements millénaires de la société sont abattus avec la fin des privilèges et un monde nouveau est proclamé avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'Ancien Régime s'est effondré en un seul été. Et au cœur de cette déclaration, il y a cet article 3. C'est une véritable bombe. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. En une seule phrase, le pouvoir, hop, il change de main. Il ne descend plus d'odieux vers le roi, non. Il monte de la nation vers ses représentants. C'est une révolution conceptuelle absolue. Le roi n'est plus souverain, c'est la nation qui l'est devenue. Ce concept, la souveraineté nationale, c'est vraiment la clé de voûte de tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le pouvoir suprême n'appartient plus à un seul homme, mais à la collectivité, à l'ensemble des citoyens. C'est la fin de l'absolutisme, où le roi ne rendait de compte qu'à Dieu, et c'est le début d'une nouvelle ère, où le pouvoir doit se justifier devant le peuple qu'il est censé représenter. Bon, proclamer de grands principes, c'est une chose, mais les mettre en application dans la réalité, c'en est une autre. La nouvelle nation va être immédiatement confrontée à d'immenses défis. La guerre contre les autres monarchies européennes à l'extérieur et les divisions, voire la guerre civile, à l'intérieur. Cette caricature de 1791, c'est un document historique absolument génial. Elle nous montre que la fuite du roi à Varennes a été un vrai point de rupture psychologique. L'image du père du peuple est brisée, pulvérisée. Le roi est maintenant perçu comme un traître, et cette image grotesque de famille de cochons qu'on ramène à Paris, c'est une arme politique redoutable. C'est une désacralisation totale du pouvoir royal qui ouvre la voie à la fin de la monarchie. Et là, on monte encore d'un cran, avec le discours du jeune député Montagnard Saint-Just lors du procès du roi. Ici, il ne s'agit plus de juger les actes d'un homme, Louis Capet, mais de juger l'institution même de la royauté, considérée comme un crime par nature. Cette phrase terrible, « on ne peut point régner innocemment », illustre parfaitement la radicalisation idéologique qui est à l'œuvre. Le procès lui-même est un acte politique fondateur. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas un simple assassinat, c'est un jugement mené par les représentants de la nation. En suivant ces étapes, de l'accusation jusqu'à l'exécution, la Convention veut affirmer sa légitimité. Elle montre que la nouvelle souveraineté, celle de la nation, a le droit de juger et même de condamner l'ancienne. L'exécution du roi le 21 janvier 1793 est un point de non-retour absolu. Face à l'invasion des monarchies européennes et aux révoltes intérieures, comme en Vendée, la République se sent assiégée, acculée. Sa réponse va être la terreur, un gouvernement d'exception qui suspend les libertés pour, d'après ses partisans, sauver la révolution de ses ennemis. C'est une période très sombre, très violente, qui pose une question terrible, qui hante encore notre histoire. Pour sauver un idéal, a-t-on le droit d'utiliser n'importe quel moyen ? Et c'est dans ce contexte d'instabilité permanente que va émerger un général victorieux, Napoléon Bonaparte. Il met fin à la Révolution par un coup d'État en 1799, mais en même temps, il prétend en être l'héritier. Voyons un peu comment il va tenter de concilier l'ordre et les principes révolutionnaires en France, mais aussi en Europe. On peut vraiment parler d'un double visage. D'un côté, Napoléon stabilise certains acquis de 1789. Il crée des institutions qui existent encore aujourd'hui, comme les préfets, et surtout le fameux Code civil.
Il pacifie aussi les relations avec l'Église via le Concordat. Mais de l'autre côté, il confisque le pouvoir. Il met en place un régime autoritaire avec une police politique, il rétablit une sorte de noblesse et il va jusqu'à se faire sacrer empereur. Le Code civil, c'est l'exemple parfait de ce grand écart. Il consacre des principes révolutionnaires fondamentaux, une loi unique pour tous les Français, l'égalité devant l'héritage, mais en même temps, il renforce un ordre social très conservateur. Il suffit de lire l'article 213 qui place la femme sous la tutelle de son mari. Le Code civil est donc un pilier de notre société moderne, oui, mais c'est aussi le reflet d'une société patriarcale et très hiérarchique. D'ailleurs, beaucoup de ces articles mettront plus d'un siècle à être abolis. Ce chiffre, plus de 600 000, il faut essayer de se le représenter. C'est le nombre de soldats de la Grande Armée qui pénètrent en Russie en 1812. Il illustre à lui seul le changement total d'échelle de la guerre. L'armée de Napoléon, ce n'est plus l'armée de métier du roi. C'est l'armée de la nation en armes, issue de la conscription, du service militaire obligatoire pour tous les citoyens. Une machine de guerre capable de mobiliser des ressources humaines immenses pour la conquête de l'Europe, comme le montre cette spectaculaire et tragique campagne de Russie. Et là, on touche à l'un des plus grands paradoxes de l'épopée napoléonienne. D'un côté, les armées françaises exportent les idées de la Révolution, le Code civil, et bousculent les vieilles monarchies. Mais de l'autre, l'occupation, les pillages, ça provoque un électrochoc. En se soulevant contre l'occupant français, les peuples d'Espagne ou d'Allemagne découvrent leur propre conscience nationale. Et c'est assez ironique, la France a, en quelque sorte, exporté la Révolution contre elle-même. Alors, au final, quel bilan tirer de ce quart de siècle de bouleversement ? Comme on va le voir, l'héritage est incroyablement complexe, fait de lumière et d'ombre, de progrès immenses et de coûts humains absolument terribles. Ce tableau résume assez bien la situation. Du côté des acquis, on a des changements fondamentaux qui structurent encore notre société. La souveraineté de la nation, la fin de la société d'ordre, une administration centralisée et bien sûr le Code civil. Mais le prix à payer a été énorme. Une instabilité politique quasi permanente, la violence de la terreur et surtout des guerres qui ont coûté la vie à des millions d'Européens. Pour mesurer l'impact d'un événement, les historiens se posent parfois une question un peu étrange. Et si ça n'avait pas eu lieu ? C'est ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. Ce graphique illustre bien cette idée. La première barre montre la croissance du commerce français qu'on aurait pu imaginer sans la Révolution. La seconde montre la réalité après 25 ans de guerre. De résultats sans appel. Le coût économique a été colossal. Cette question, et si, ce n'est pas juste un jeu intellectuel. Elle nous force à peser le poids réel des événements. Sans la Révolution, est-ce que la France se serait modernisée en douceur, un peu comme l'Angleterre, ou est-ce qu'elle serait restée paralysée par ces blocages ? Il n'y a pas de réponse simple évidemment, mais la question nous aide à comprendre à quel point la Révolution a été une rupture radicale, pour le meilleur et pour le pire. Finalement, cette période nous a légué le concept de nation. Mais attention, ce n'est pas un héritage tranquille, c'est un débat permanent. Qu'est-ce qu'être citoyen ? Quelle est notre identité collective ? Quel est le juste rapport entre l'individu et l'État ? Toutes ces questions, posées dans la fureur de 1789, sont toujours les nôtres aujourd'hui. Et c'est peut-être ça le principal héritage de la Révolution. Des questions fondamentales qui nous obligent, à chaque génération, à redéfinir qui nous sommes.